Bonjour, bonjour, qu'est-ce que je suis content d'être parmi vous. Bonjour à toutes. Est-ce que vous êtes chaudes? Est-ce que vous êtes chaud pour du COBOL? Peut-être pas forcément. Après tout, vous avez peut-être vu cette vidéo de Underscore. Le monde dépend d'un langage informatique que plus personne ne comprend. Qui ici a déjà vu du vieux code? Par exemple, levez la main si vous avez vu ce genre d'instructions. Ah, quand même. Levez la main si vous avez déjà vu des machines mainframe, d'IBM, de l'OS2, du 3270. Ça fait marcher. À la Fnac, quand vous achetez un livre, le logiciel derrière, c'est du COBOL. C'est un écran tout noir avec des claviers avec 24 touches de fonction. Mais aussi tous nos systèmes bancaires, en fait, c'est en COBOL. Quand vous faites un virement, c'est en COBOL. Et moi, je suspecte que nos centrales et nos missiles nucléaires sont faits en COBOL. Donc on a un petit problème. Comment travailler sur ce vieux code? Parce qu'il a des bugs, il a besoin d'évoluer, la loi change, on a besoin de le faire évoluer. Et ce code, on a travaillé dessus pendant 40 ans, 50 ans. C'est des codes sources qui font des millions de lignes. Et quand vous faites git blame, la personne est, dans le meilleur des cas, à la retraite. Donc vous ne la retrouverez pas. Et comment travailler en masse? On va voir ensemble comment coder dans un vieux langage que personne ne connaît. Je m'appelle Neri Narabesson, j'avais des cheveux avant, et je vais vous montrer comment on va réécrire ce code avec un concept qui est la transpilation de code. On va partir du JavaScript et on va réussir à passer par un concept que je vais vous présenter pour générer du COBOL. On va commencer par les arbres syntaxiques. En anglais, on dit AST pour Abstract Syntax Tree. Moi, je vais dire arbre syntaxique, je ne vais pas dire abstrait parce que ça se sent que c'est abstrait. Et je vais vous montrer un petit peu le concept par un petit calcul. Si je vous prends 2 plus 5 fois 3, qui fait 17, le but, ça va être de représenter cette opération sous forme de quelque chose d'un peu abstrait, sous forme d'un arbre. Ça ressemblerait à ceci. Nous avons une addition qui prend à sa gauche le chiffre 2 et qui prend à sa droite une multiplication. Et nous avons la multiplication qui prend à sa gauche le chiffre 5 et à sa droite le chiffre 3. Ceci est la représentation de notre AST. Je vous propose un petit live coding rapide. Et on va voir comment ça switch. Oui, notre objectif, ça va être de coder nos modèles d'AST. Alors, c'est le moment de la surprise. Alors, est-ce que vous voyez? On va grandir. Donc, je vais vous montrer un petit projet que j'ai créé pour vous. L'idée, c'est qu'on va écrire en fait l'opération de calcul. Je vais poser ça. Ce qui se passe, donc là, il y a un peu de boilerplate code, mais ce qui va nous intéresser, en fait, ça va être ce nœud, il y a un to-do. Qu'est-ce que c'est ce nœud, cet objet? C'est un objet qui va étendre une expression, et on va voir après quel est cet objet, mais en gros, c'est ce qui va nous former notre AST. Si je reviens à notre addition nœud, comment on pourrait écrire une addition? Je prends un constructeur qui prend un objet à gauche et un objet à droite. Et comme on est en TypeScript, en JavaScript, il faut écrire super. Quel type donné à A et B? On se dit c'est une addition, donc peut-être il nous faut un type number. Mais le problème d'un type number, c'est que là, je ne peux plus écrire 2 plus 5 fois 3, puisque number, ce n'est pas une multiplication. Donc en fait, ça va pouvoir prendre une addition, ça va pouvoir prendre une multiplication. On va se dire, ça va pouvoir prendre une expression sans général. Donc je vais les remplacer ici par une expression. Je vais faire pareil pour la multiplication. Une multiplication, c'est quoi? C'est un constructeur avec, on va dire ce que c'est après, un objet A, un objet B, j'écris super, c'est super. Et comment on va remplacer? On va aussi dire nos multiplications vont prendre des expressions. Donc si je reviens à notre playground du départ, l'IDE nous dit qu'il nous manque des arguments. Donc on va dire, notre addition, c'était quoi? Ça prend un nombre, qui est le nombre 2, qui prend la multiplication, qui prend le nombre 5, qui prend le nombre 3. Hop. Et ceci nous permet de représenter 2 plus 5 fois 3. C'est le début de notre AST. Donc si on revient à notre modèle, voilà ce que ça donne. Nous avons notre opération que nous avons pu représenter, notre addition et multiplication dans tous les langages du monde, dans toutes les langues, ça va ressembler à cet AST.
À partir de ça, on va pouvoir réussir à générer du code à travers le visiteur pattern. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous le raconter à travers une petite histoire de tourisme lillois. Alors moi, je viens de Lyon, donc je ne connais pas Lille, donc je me dis, bon, comment je vais pouvoir faire? La ville de Lille nous fournit un plan, des cartes. C'est pas moi qui ai construit Lille, la ville est comme ça. Mais ce n'est pas à la ville de Lille de me dire où est-ce que je dois aller. Elle peut me faire des suggestions, mais ce n'est pas moi qui vais dire où est-ce que je vais. Donc par exemple, j'arrive à Lille Europe et je me dis que je vais aller au Dev Lille. Ensuite, je vais faire un tour à la Grand Place. Je vais me perdre à la Citadelle, j'ai pas encore eu le temps, et le boulot m'appelle et je suis obligé de partir voir Exotech. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que la ville de Lille m'a juste dit, si vous voulez visiter Lille, voilà le plan. Et moi, j'ai choisi d'explorer Lille comme je le veux. Ça, c'est le visiteur pattern. Le modèle accepte un visiteur, ce visiteur visite ce modèle. C'est un choix d'architecture qui permet de créer notre AST sans créer l'algorithme qui va manipuler l'AST. Plus concrètement, si je reprends mon arbre du départ et que je me dis que je vais le visiter, je vais choisir, par exemple, je vais commencer par l'addition. Ensuite, je vais voir le chiffre 2, puis je vais voir la multiplication, puis je vais voir mon chiffre 5 et mon chiffre 3. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on va refaire ce parcours qui s'appelle un parcours en profondeur, si vous connaissez la théorie des graphes. Je vais refaire ce parcours, mais à chaque fois, je vais associer un élément de code. Donc, je vais dire mon addition me fait une addition. Je vais à gauche, j'ai un chiffre 2, j'écris un chiffre 2. Je vais à droite, j'ai un multiplié, j'écris mon opération de multiplication. Puis un chiffre 5, puis un chiffre 3. Puis un chiffre 3. Donc comment on va faire? On va découvrir notre visiteur, ce qui va nous permettre en fait de générer du code. Comment est-ce que c'est fait? Donc je vous reprends un petit peu ce projet. Donc il y a déjà des choses que je dois vous montrer. J'ai fait un petit projet en fait qui va générer le code en temps réel. Donc tout ce qu'on va taper, on va le voir en temps réel. Hop, donc ça je le mets sur la droite et je le mets en légèrement plus petit. Alors, notre JS addition, donc c'est une classe. Il y a marqué to do, faire l'addition, donc on va faire l'addition. Quel est cet objet qui a énormément de types? Globalement, c'est une classe qui va hériter d'une classe parente qui va contenir tous les types de transformations. Donc si je vais voir ça, en fait, quelque part, j'ai un objet qui contient tous les types de constructeurs, toutes les façons de transformer des nodes. Si ce n'est pas le plus clair, il faut juste dire on a quelque part une façon de transformer tous les types. Et par exemple, si j'ai une addition, si je rencontre une addition, c'est là que je fais le code pour transformer l'addition. L'addition, je vous avais dit, il hérite d'un nœud modèle. Qu'est-ce que fait ce nœud modèle? Il accepte un visiteur, et ce visiteur visite ce modèle. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Imaginons, je vire mon to-do et je vais écrire une addition ici. Et on va cacher ça. Je me dis, je vais mettre un template littéral, et s'il y a une addition, il y a probablement le chiffre plus quelque part. Et je vais me dire, sur la gauche, je veux probablement mettre node.a, le terme sur la gauche, et à droite, le terme sur la droite. Mais si je fais ça, en fait, ça ne va pas du tout marcher, parce que a, c'est une expression. Là, on est en train de faire n'importe quoi. Donc on pourrait se dire, mais si j'écrivais this.visit de nos deux objets. Mais ça ne marche pas non plus, parce que l'IDE nous dit, je reçois une expression, et this.visit attendait une addition. Donc en fait, l'astuce, c'est, grâce au système un peu objet, c'est de dire, j'appelle la méthode parent qui contient tous les types de visiteurs qu'on peut reconnaître, et il va automatiquement rediriger vers le bon. OK, qu'est-ce que ça donne? Je vais refaire la même chose avec la multiplication. Si je vais voir le JS multiplication visiteur, donc si je mets à la place d'un to, je mets rien, sur la droite, ça devrait légèrement bouger. Ça devrait. On va voir ce qui va se passer. Si je reprends ma multiplication, je vais réécrire la même chose. Je me dis, j'ai une chaîne de caractères qui va contenir la multiplication. Sur ma droite, je vais écrire super.visite de node de A. Et sur la droite, je vais écrire la même chose. Super.visite de node de B. Et je ferme la collade. Et si je fais ça, sur la droite, je commence à générer du code. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est qu'à ce niveau-là, j'écris une assignation. Donc une assignation, c'est juste déclarer une variable. Si je reçois le nombre x, alors j'enregistre l'instruction. Et si je change mon AST en temps réel, je peux générer à partir de la syntaxique du code JavaScript.
Hop là, continuons. Donc, nous avons réussi là à générer un visiteur. On a commencé à générer du code source. L'objectif, ça va être de penser arbre syntaxique. Parce qu'en fait, quand on pense arbre syntaxique, on peut commencer à généraliser la modification de code qui fait des millions de lignes. Reprenons notre opération de départ et imaginons qu'on a des règles métiers qui les rendent plus complexes. Par exemple, je vais prendre ce pseudocode. Si x est strictement plus grand que y, alors je dois calculer cette opération, et sinon, je dois en calculer une autre. On peut se dire, facile, je modifie ça, mais en fait, il y a peut-être des millions de lignes à modifier. Donc, je vais me dire, ces deux opérations, ces deux arbres qui sont très similaires, donc je vais me dire, je vais partir de ces deux arbres que je vais recomposer d'une certaine façon. Et cette composition, je vais la faire avec une boucle if qui va prendre notre condition, la condition vraie et la condition faux. Et dans ce cas-là, le pseudocode qu'on avait au départ est équivalent à l'arbre syntaxique sur la droite. Ce qui se passe, c'est qu'on peut manipuler l'arbre syntaxique pour faire des transformations. On va complexifier notre AST et on va commencer à écrire du COBOL. Donc, si je complexifie mon AST, je vais prendre le nœud si pour vous montrer vite fait. Le nœud si, donc c'est plus une expression. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà écrit un if, on ne peut pas faire un if. Il nous dit j'attendais une expression. Donc, pour faire simple, une expression c'est quelque chose qu'on peut appeler plus facilement. Une instruction c'est un peu plus limitant, on va dire, sur ce qu'on peut faire. Donc, notre if c'est une condition, une expression vraie qui peut être n'importe quoi, et une expression fausse qui peut être n'importe quoi. Et si je regarde le générateur du code pour le si, JS, if ou si, visiteur, c'est tout simplement en JavaScript, j'écris if quelque chose, alors je mets une condition, sinon je mets le vrai, else, je mets le faux. Qu'est-ce que ça donne en COBOL? En COBOL, ça me donnerait quelque chose un peu comme ça. If, une condition, j'écris else, puis je termine avec end if. Donc si je viens à mon playground, je vais légèrement simplifier l'opération, sinon ça ne marche pas, tout simplement. Je vais dire que j'ai une addition, et je vais renommer ça tout simplement en calcul 1. Je vais écrire un deuxième calcul qui ressemble par exemple à la soustraction du départ. Donc je vais écrire mon nouveau nombre nœud de 2 et mon new nombre 2 de 5. OK. Je vais ensuite définir une deuxième assignation. Donc là, je vais écrire 2. Et là, je vais écrire mon if. Donc on va légèrement parser. Const if calcul. Je vais dire, j'ai un nœud si qui va contenir une condition, qui va contenir, par exemple, un supérieur, qui va contenir un littéral, qui va contenir une chaîne de caractères, qui va contenir un nouveau littéral, qui va contenir une chaîne de caractères. OK. Maintenant, je mets ma première assignation, donc j'ai juste à la mettre là, et je mets ma deuxième assignation. Et là, mon if calcul, et j'ai oublié de changer la première assignation. Paf. Et mon if calcul, si je le mets à la place ici, je génère dans un premier temps mon code if, et là, je vais appeler mon générateur de COBOL, qui est juste ici présent, et je vais l'importer. Hop. Et si ici, je supprime cette ligne, et que je remplace ici, et que je mets if calcul, je me retrouve avec le même code généré à la fois en JavaScript et en COBOL. Merci. Et on peut tout modifier là. Je peux dire finalement je change mes conditions, je veux dire je vais écrire 20, et en fait ça va modifier à la fois le code JavaScript et le code COBOL. Donc en fait on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Si vous avez bien suivi, vous dites ok, on a réussi à générer du code à partir d'un arbre syntaxique, mais on avait dit mais Irina, comment on transforme du code source en un AST? Puisqu'après tout, j'avais un code JavaScript que j'ai transformé en COBOL. Nous avons vu l'étape où on transforme l'arbre syntaxique en COBOL. Quitte de cette partie. La réponse simple, c'est un peu comme nous dans la vraie vie. C'est facile d'écrire du code, c'est dur de le relire. En fait, le fait de relire, de générer du code en arbre syntaxique, ça s'appelle du parsing. Et c'est stupidement complexe. En gros, c'est des genres de regex, mais en pire, avec des groupes de capture. Donc, c'est un peu complexe, moi, je trouve. Il y a déjà des librairies qui font ça. Donc, il y a Acorn et Uglify. Pour les gens qui font du JavaScript, peut-être, vous avez déjà vu. Globalement, si le langage est écrit, il y a forcément la façon de le parser qui existe.
Et moi, je ne pense pas que ça va vous servir au quotidien, tout simplement, en fait. Donc, vraiment, si vous avez besoin de parser un langage, en fait, vous demandez-vous si on avait vraiment besoin. Et à quoi ça peut nous servir? Si vous avez vu la vidéo d'Underscore où il vous dit que le monde dépend d'un langage informatique que plus personne ne comprend, ils disent en gros que vous pouvez devenir riche en faisant du COBOL. Mais il n'y a pas que ça. Le monde, tout le code dépend de la transpilation. On en trouve dans votre formateur de code, ce qui le rend un peu plus beau. Dans votre SonarCube, en fait, ils utilisent des concepts d'AST pour déduire de la complexité. Tous les frameworks JavaScript, c'est de la transpilation de code. Et si vous en voulez savoir plus, venez demain matin à 11h15 où on en reparlera. Et d'une manière générale, si vous utilisez des source maps, c'est de la transpilation de code vers en fait, votre bytecode, mais vous pouvez faire le lien quand vous faites du debugger. Et si vous utilisez un ORM pour du SQL, en fait, il va transformer du SQL qui est sous forme de graphe en du code SQL. Ceci nous amène à la fin de ce talk. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Je m'appelle Nirina Ravesson, je suis Senior Software Engineer chez Exotech. Merci.